Démarre. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau live webinar de Start the Fuck Up sur ce magnifique thème de toutes les questions que vous avez rêvé de poser à un VC Venture Capitalist. Donc, on a avec nous Pierre Entremont que je vais laisser se David. présenter dans un instant. Juste avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, donc Start the Fuck Up, on est un studio d'innovation. On bosse avec une trentaine de grands groupes à Paris. On bosse aussi avec beaucoup d'entrepreneurs. Je dirais qu'on accompagne 100 projets, 150 projets chacun par an. Et on est une dizaine dans la boîte. Donc voilà, on a lancé une offre qui s'appelle l'offre Flash et qui accompagne des entrepreneurs. Je vous mets le lien en commentaire. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Il y a encore quelques places pour qu'on vous coach sur vos projets. Sans plus attendre, Pierre, présente-toi. Salut David. Pierre Entremont, j'ai cofondé un fonds de VC qui s'appelle First. On fait du seed, que du seed que en France et principalement à Paris. Donc on a essayé des tickets entre 500 000 et 1 million, 1,5 million au tout début de la vie des boîtes pour leur donner 18-24 mois de runway, de temps de vie, avec une équipe de 5-10 personnes, ce qui permet normalement, si tout va bien, d'atteindre le fameux product market fit pour ensuite aller lever une super série A avec un super VC international et emmener la boîte à l'étage d'après. Et notre thèse macro, c'est qu'on pense qu'après des années, voire des décennies de performance moyenne des startups en France, où on n'a pas beaucoup eu de unicorns, il y en a eu quelques-unes, mais rien à voir avec ce qu'il y avait ailleurs, l'écosystème a mûri et est maintenant de super qualité. C'est tout à fait comparable avec Londres, Berlin, les pays nordiques, etc. Donc, il n'y a pas de raison que si là-bas, ils savent faire des entreprises mondiales, on ne sache pas en faire ici. Donc, on pense que c'est juste une question de décalage dans le temps et que ça va arriver là tout de suite. Et donc, c'est un phénomène nouveau avec des nouveaux entrepreneurs. Et donc, il faut aussi un nouveau type d'investisseur. Et c'est ça qu'on essaie de construire. Donc, ça veut dire investir un peu plus tôt, des tickets un peu plus gros pour donner les moyens de leurs ambitions à ces nouveaux entrepreneurs. Ok. Et pourquoi First c'est différent des autres fonds de VC? Pourquoi est-ce que je te présente comme le VC le plus fou de Paris? Je pense, philosophiquement, en fait, ce qu'on fait n'est pas très différent de ce que font les VC aux US ou au UK ou ailleurs. Et c'est éventuellement un peu différent de la tradition du VC français, même s'il y a plein de gens qui travaillent très bien depuis quelques années. Mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, les gens se disaient en France, c'est pas possible de créer des boîtes qui vaudront des milliards un jour. Le fameux en France, une boîte qui réussit, c'est 50 ou 100 millions d'euros. Du coup, on met des petits tickets, on demande aux boîtes d'être vite rentables, on essaie de limiter la casse au maximum parce que quand le mieux que tu puisses faire, c'est une sortie à 100 millions à l'échelle d'un portefeuille. Ce n'est pas comme ça que tu vas retourner beaucoup d'argent pour un VC. Pour un entrepreneur, c'est différent. Et du coup, il ne faut pas que tu aies beaucoup de casse parce que sinon, sinon, à la fin, tu perds de l'argent. Donc, c'est tout un mindset, une façon de penser assez conservatrice qui était une tradition française dans le monde du VC et qui est en train de changer sous notre impulsion, mais celle d'autres gens aussi. Et nous, on pense très fort comme ça. Donc, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est possible de créer des boîtes qui vaudront des milliards. Du coup, ce n'est pas grave s'il y en a qui ne vont pas au bout parce que parce qu'il y en aura qui deviendront énormes et qui compenseront l'ensemble. Et du coup, c'est OK de perdre de l'argent. C'est OK de perdre même des gros tickets parce qu'il fallait se donner les moyens, la chance d'y arriver. C'est tout un mindset qui est différent. En fait, quand tu penses qu'en cas de succès, tu peux gagner des milliards, tu n'agis pas du tout de la même façon que quand tu penses qu'en cas de succès, tu peux gagner 50 millions. Ok. Donc ça te pousse à être plus risqué. Ouais. Super. On va démarrer par la première question. C'était la question de mon post LinkedIn. Salut, j'ai pas quitté mon taf. Je cherche à lever des fonds pour le quitter. Est-ce que ça existe vraiment ça? Des mecs qui arrivent à lever des fonds comme ça, juste sur un PowerPoint, alors qu'ils n'ont jamais monté de boîte, qu'ils sont encore dans un taf. Ouais. Ça peut exister. Il y a tout qui existe. Après, c'est rare et je ne sais pas si c'est souhaitable. Alors, du point de vue d'investisseur, mais même du point de vue de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que d'abord, a priori, si jamais tu es toujours dans ton job, tu ne vas pas être très focus sur ton prochain truc. Du coup, tu vas le faire sur un coin de table et probablement que le niveau de compréhension de ce que tu es en train de faire, il sera hyper faible. Tant que tu t'es pas vraiment frotté
au marché, au sujet, etc., malgré tout, tu vois le truc quand même d'un peu loin. Donc, même pour toi, tu ne peux pas savoir si c'est vraiment intéressant ce que tu es en train de faire avant de le faire vraiment, d'une part. D'autre part, quand on investit dans une entreprise ou en tout cas dans une équipe, on a envie de voir une passion pour le sujet, peu importe ce que c'est. On a envie de se dire que la personne est vraiment habitée par son truc, quoi. Et a priori, bah, si tu es vraiment habité par ton truc, ça va se passer de toute façon. Que tu lèves pas, tu vas pas t'arrêter jusqu'à ce que ton message soit passé. Et du coup, bah, comment se fait-il que tu n'aies pas encore démissionné puisque que je te finance ou pas, tu vas démissionner. Du coup, ça envoie un message un peu bizarre. Et d'autant plus qu'en France, on a la chance d'avoir tous les systèmes de chômage, etc., qui sont quand même hyper favorables. Donc, au global, oui, en théorie, c'est possible. Après, en faisant ça, tu augmentes pas tes chances de succès, que ce soit intrinsèquement parce que tu n'auras pas pu bien travailler à ce que tu fais, ou que ce soit dans le message que tu envoies, parce que ce que tu dis, c'est en fait, j'y crois pas trop, quoi. Ok. C'est possible. Et question qui est reliée à ça, mais aujourd'hui, toi qui investis extrêmement tôt, mais aussi pour les autres, est-ce que tu vois beaucoup de levées pré-produits, Ouais. juste sur des slides, etc., comme on a pu voir avant, ça se faisait pas beaucoup plus avant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, c'est quoi ton approche là-dessus? Bah, alors oui, il y en a fréquemment. Après, il faut voir ce qu'on appelle, enfin, le mot Qui slide, il lève, est un ouais. peu. Ouais, mais qui lève? Est-ce que c'est des mecs qui ont déjà un track record Oui. ou est-ce que si tu n'as jamais lancé, tu peux? Dis-moi. Si tu veux, l'équivalent 2020 de la slide, ça va te faire plaisir que je dise ça, c'est le bout de petits produits que tu fais en no-code avec une newsletter ou whatever. Ça demande quasiment aucun investissement. Tu peux, si jamais tu as une hypothèse sur un truc, si jamais tu penses qu'il y a une partie il y a un gros tas de clients qui ressent un certain besoin, bah, tu peux imaginer une façon d'y répondre avec un gros produit qui va coûter cher à fabriquer, etc. Mais tu peux aussi te dire, je vais vérifier cette hypothèse en faisant, j'en sais rien, ouais, un compte Twitter qui parle de ce problème, une newsletter qui parle de ce problème, un petit produit no-code. Et ça, déjà, bah, si jamais tu as 200 abonnés à ta newsletter en 2 semaines et que tu as 90% d'ouverture et que tu peux montrer que les gens adorent, bah, c'est déjà quelque chose. C'est beaucoup mieux que des slides. Et c'est, alors, je ne sais pas si on appelle ça un produit ou pas. Moi, j'aurais tendance à penser on ne peut pas encore parler de produit, mais c'est quelque chose, quoi. Donc, si vraiment tu n'as absolument rien, si tu dis juste j'ai une idée et c'est tout, là, ça va être dur parce que bah, déjà, tu n'auras pas pu montrer, tu n'auras pas pu illustrer ton truc. Et ensuite, un peu pareil que pour l'histoire du job, la première question, c'est très facile. C'est très difficile de faire une boîte. En revanche, c'est très facile de faire une newsletter ou un truc comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait, quoi? Parce que si tu n'as pas eu le drive pour faire ça au tout début, a priori, c'était qu'un millième de ce qu'il va falloir faire après. Donc pré-produit complet avec absolument rien, ça, c'est très rare. C'est plutôt des repeat entrepreneurs. Donc là, c'est des gens qui ont déjà fait une boîte, qui a déjà marché, ils connaissent le jeu, ils ont déjà fabriqué quelque chose avec leurs mains, etc. Et qui a eu une ampleur. Et là, ils te disent, bon, bah, de toute façon, je vais être financé de toute façon parce que je suis hyper connu. J'ai déjà fait des trucs de ouf avec mes mains. Du coup, là, c'est juste un autre que je vais faire. Et c'est à prendre ou à laisser. Tu me finances maintenant ou c'est jamais. Donc ça, effectivement, ça arrive, mais c'est plutôt avec les repeats. Ok. Pour les gens qui sont des first-time entrepreneurs, c'est tout à fait possible d'être financé très tôt dans le cycle, mais pas juste avec une idée dans sa tête. Il faut quand même avoir essayé de se confronter un petit peu au marché pour voir ce qui se passe. Mais par contre, ça n'a pas besoin d'être très épais. Et est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs qui sont first-time entrepreneurs de se poser la question de dire, OK, si toi, tu n'as jamais monté une boîte, que tu n'as jamais prouvé que tu étais capable de faire ça, faut au moins que tu aies une preuve tangible. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de se dire, OK, moi, en fait, je suis personne, je n'ai jamais monté un produit qui marche bien, je n'ai jamais bossé même dans une startup à un poste très élevé, donc je viens d'un grand groupe, etc. Et du coup, je dois me légitimer. Est-ce que c'est une bonne manière de réfléchir pour dire, OK, là, j'ai réussi à légitimer le fait que j'étais peut-être la bonne personne pour faire cette boîte, alors là, je vais voir des VC. C'est un peu ça, l'approche. Ouais. Bah, effectivement, si on prend le cas de quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas beaucoup travaillé, qui a du coup à l'instant T peu de compétences,
Et c'est normal, il va en avoir après, mais au moment où on parle, il n'y en a pas beaucoup. Même si on prend l'hypothèse que justement, il va avoir une grande courbe de progression, qui va grandir très vite, très fort et qui va acquérir ses compétences, au jour 1, comment il peut… c'est la même question que lui peut se poser. La question à se poser, c'est la même pour lui et pour les éventuels investisseurs. D'ailleurs, c'est est-ce qu'il a une chance d'y arriver? Lui aussi, ça l'intéresse de le savoir. Et pour y répondre partiellement et avoir en tout cas des éléments de réponse, se frotter au marché en se disant, moi, j'ai l'impression d'avoir une vue unique sur le monde et je pense que c'est ça qui va pallier à mon manque de compétences, etc., et qui va me permettre de démarrer. Cette vue unique sur le monde, bah, je vais peut-être vérifier qu'elle est vraiment unique en essayant de faire justement un petit produit, une newsletter, whatever. Vérifier ça, c'est clairement une bonne chose. Ouais. Il y a une question intéressante dans le chat. Fonder sa startup seul, c'est un vrai frein pour les VC? Oui, clairement. Pourquoi? C'est pas un no-go, mais c'est un vrai frein. C'est pas un no-go. Une boîte qu'on a financée récemment qui s'appelle Riot, l'URL c'est tryriot.com. C'était un founder seul. Alors, c'est un repeat entrepreneur. C'était le CTO de Lendix. Mais il était tout seul quand on l'a financé. Et du coup, objectif numéro 1, post-levée, recruter numéro 2, numéro 3, parce que clairement, tout seul, tu ne fais pas grand-chose. Ouais, Bon, mais il y a des contre-exemples. Par exemple, tu as le mec de Content Square qui est solo entrepreneur et qui a fait une boîte de malade mental aux US, etc. Pourquoi est-ce que si le mec est vraiment bon, il ne peut pas juste embaucher d'autres gars? là, c'est le cas dont je te parle. Alors c'est des co-founders, mais c'est quand même le CEO qui est le founder très, très principal. Je ne connais pas en détail le cas de Content Square, mais j'imagine que dans les gens qui étaient là au début, il y a non pas un, mais deux, trois, quatre, cinq personnes de très grands talents qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour faire marcher. Et donc, c'est possible, c'est juste plus compliqué versus le fait de le faire à plusieurs, où tu as déjà une alliance de compétences, ça c'est évident. Psychologiquement, c'est probablement même encore plus important, parce que quand tu es tout seul toute la journée, c'est très très dur. C'est déjà très dur quand tu es plusieurs et que tu peux te soutenir avec tes co-founders, mais quand tu es vraiment tout seul, c'est encore plus dur. Et puis, du point de vue de l'investisseur, vu que pour créer une boîte qui va être très grande, il va falloir qu'au cours de cette boîte, tu passes ta vie à convaincre des gens de te suivre, des dizaines, des centaines, des milliers de salariés, des dizaines, des centaines, des milliers de clients. Le fait que tu n'aies pas réussi à convaincre une personne de qualité de te suivre au tout début, ce n'est pas un super signal. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que tu peux avoir comme indice que ta vision du monde, elle est intéressante. Déjà, le fait qu'elle te permet d'attirer quelqu'un vers toi avec qui tu as envie de travailler, c'est un indice parmi d'autres. Donc, à part le cas du repeat entrepreneur qui sait exactement ce qu'il fait, ou en tout cas qui a un bon niveau de compréhension de ce qu'il fait, un niveau de clarté supérieur à l'habitude, où ça se voit effectivement. De façon générale, c'est plutôt pas une bonne chose d'être tout seul. Et si vous êtes tout seul, j'aurais tendance à recommander de mettre en objectif 1 de ne plus être tout seul. Okay. Et d'ailleurs, YC, pendant longtemps, je crois qu'ils ont dit qu'ils refusaient les solo founders. Là, maintenant, d'ailleurs, la boîte dont je te parlais, il était à YC. Mais Ici, c'est Y Combinator, c'est le plus gros incubateur du monde, on va dire, le plus stylé, qui est à San Francisco et qui est un ouais. énorme truc. Donc, eux, ils ont maintenant, ils ont une dizaine d'années de data pour voir qu'est-ce qui marche pas, quelle configuration d'équipe et tout ça. Et ils ne sont clairement pas en faveur des solo founders. Et même toutes les études montrent que ce n'est pas un point positif. C'est possible, mais ce n'est pas un point positif. Okay. Je vais te poser une question un peu, pas qui dérange, mais il y a une conception qui est quand même assez répandue, qui est de dire tous les VC, c'est des mecs qui ont fait des grandes écoles et ils investissent que dans des gens qui sortent du même sérail, des grandes écoles, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas, la dernière fois, j'écoutais le fondateur de Feed, Anthony Bourbeau, qui répétait ça. Voilà, c'est consanguin à mort, ils se marient entre eux, ils emmènent les gosses dans la même école, etc. Qu'est-ce que
tu réponds à ça. Est-ce que c'est vrai? Mais il y a forcément des contre-exemples. Mais voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça? Écoute, j'ai envie de te dire, la question, elle a vite répondu. Phil, il a levé avec Alven, qui est un VC de place tout à fait, tout ce qu'il y a de plus représentatif du VC de qualité, traditionnel, français, etc. Donc c'est déjà, on peut voir que c'est pas une loi absolue. Ensuite, dire que dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études dures. En France, c'est vrai. C'est vrai aussi aux US. D'ailleurs, hein, le computer science de Stanford, c'est quand même un truc très, très regardé. Et si tu ne l'as pas fait, on te demande pourquoi, etc. aux US aussi. Et donc, en France, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont fait des études dures parmi les entrepreneurs. Quelle causalité il faut voir là-dedans? Alors, si tu regardes avec un œil très critique, tu peux voir de l'endogamie sociale, peut-être. Si tu regardes avec un autre œil, tu peux dire que au tout début, quand tu dois te faire une opinion sur quelqu'un chez qui investir, tu as très peu d'éléments. Donc, tu essayes de voir dans sa personnalité, dans son passé, des moments où il a relevé des défis. Les études dures, c'est un type de défi. Et c'est vrai que c'en est un. C'est pas facile d'avoir l'X, whatever. Donc, c'est un type de défi et ça compte. Mais il peut y avoir d'autres types de défis qui ont été relevés, qui sont tout à fait valides aussi et qui sont super. Ça peut être sportif de haut niveau. Je pensais Chris, tu sais, Taïk Chris, le champion de roller. Il a on levé off. beaucoup d'argent avec sa boîte on-off et c'est un super entrepreneur. Ça peut être que quand tu avais 15 ans, tu as fait dans ton garage une app de Snake et que tu as gagné 30 000 $ et que tes parents ont cru que tu vendais de la drogue sur Internet. Ça peut être que tu as créé une association de soutien à je ne sais pas quelle cause qui a vachement bien marché et que tu as eu de l'impact. Voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'on essaie de comprendre quelle est la personnalité des gens et à quel moment dans leur passé est-ce que des traits entrepreneurs, des traits d'entrepreneurs ou en tout cas une volonté de se confronter à la difficulté, c'est à quel moment est-ce qu'on a vu ça? Les études difficiles, c'est une façon de le prouver, mais ce n'est pas du tout la seule. Ok. C'est quoi l'équipe parfaite? Si tu devais définir l'équipe dans laquelle toi tu as envie d'investir, ça ressemblerait à quoi? Ça serait un sales qui sort d'HEC, un dev qui sort de l'X et un mec au product qui a 20 ans d'expérience. Enfin, ça serait quoi? Ouais, traditionnellement, c'est produit, technique et vente, effectivement. C'est quelqu'un pour penser le produit, quelqu'un pour le fabriquer et puis quelqu'un pour le vendre, quoi. C'est effectivement assez classique. Oui, oui, il y a des trucs sur lesquels on peut ergoter, mais ça, c'est quand même Ça, ok. assez standard. Ouais. Et tu investis beaucoup dans des gens qui ont plus de 40 ans ou c'est fini? C'est c'est rare. D'abord, on reçoit très peu de dossiers, on voit très peu de dossiers avec des gens qui ont plus de 40 ans. Ça nous est arrivé je pense à 2 cas. C'est un peu la même réponse que pour les études, quoi. La question qu'on se pose, c'est comment on évalue la probabilité que la personne qu'on a en face de nous, elle réussisse à grimper l'obstacle qu'elle va avoir devant elle, qui est de trouver le product market fit, et puis ensuite, il y en aura d'autres. Pour analyser ça, pour essayer d'évaluer ça, on peut faire que essayer, parce qu'évidemment, on peut se fier qu'à nous-mêmes et on n'a jamais parfaitement raison, évidemment. On essaye de comprendre Ok. son parcours, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qui rend ça plus difficile pour les gens qui sont un peu plus âgés, c'est qu'il y a moins la part du rêve. Quelqu'un qui sort d'école, tu peux te dire, ouais, ok, aujourd'hui, il connaît rien, mais il va grandir à x10 tous les mois. Quelqu'un qui est plus âgé, tu peux regarder l'historique
Et si jamais il n'a pas grandi à x10 tous les mois, c'est vrai que ça se voit plus. Alors que si ça se trouve, celui qui sort d'école, il s'apprête à avoir le même parcours. Ok. Donc, il y a un peu moins la part du rêve. Mais pour autant, c'est tout, quoi. C'est Ok. évidemment pas un no-go. Comment on valorise sa startup au tout début? On n'a pas grand-chose, tu vois. Par exemple, tu as cette fameuse newsletter qui grossit et tout, mais comment tu valorises ta startup? On ne la C'est… valorise pas, en fait. Le moment où tu valorises au sens faire des calculs d'apothicaire, des multiples, des trucs dans le genre, c'est quand la boîte commence à devenir grosse, a des clients, du chiffre d'affaires, que ça devient un actif. Et là, tu peux commencer à faire des calculs, à des multiples, etc. Donc, Au si je lève en site, c'est quoi ma valo? Du coup, comment je fais voilà. pour Donc, au estimer? tout début, ça ne fait pas de sens de faire des multiples parce qu'il n'y a rien à multiplier. Quand tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu peux multiplier ça par ce que tu veux, c'est quand même zéro. Donc, le truc qui drive la valo, c'est plutôt le montant que tu lèves. Donc, en très gros, très classiquement, et évidemment, il y a tous les schémas intermédiaires, mais très classiquement, au tout début, dans les premiers mois, tu as besoin de entre 0 et 200 000 € pour tester les premiers trucs. Tu n'as pas toujours besoin d'argent. Parfois, justement, il y a des trucs no-code et tout. Et si tu as Mhm. les bons associés qui travaillent gratuitement aussi, tu peux tout à fait le faire pour zéro. Mais donc, entre 0 et 200 000 €. Et à ce moment-là, tu n'as pas envie de te diluer plus que 5 ou 10%, parce que sinon, après, ça sera trop par rapport à tout ce qui va se passer dans la vie de la boîte. Et donc, du coup, 200 000 € sur 5 ou 10% de dilution, ça fait une valo entre 2 et 4 millions. Donc, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur pour le début. La phase d'après, passer, mettons, les 6 premiers mois, quand tu as un début, une esquisse de product market fit, tu ne l'as pas encore, mais tu as des pistes. Là, tu peux lever un seed. Donc, mettons entre 500 000 et 1,5 million dans ces eaux-là, suivant plein de facteurs. Et là, tu n'as pas envie de te diluer de plus de 15-20%. C'est un peu le standard pour cette phase-là. Du coup, si tu dis entre 500 000 et 1 million qui dilue entre 15 et 20%, ça fait une 5 valo entre millions, ouais. 4 et 6 millions à peu près. Ok. Mais Et ça veut dire que là, tu es en train de nous expliquer que quelqu'un qui va chercher des fonds en pré-seed, par exemple, probablement auprès de Business Angel, etc., ouais, il a intérêt à se mettre une valo entre 2 et 4 millions ouais. direct. Ok. Ah ouais, ouais, et même, il faut surtout pas qu'il fasse moins, en fait. Parce que si jamais tu lèves sur une valo inférieure à 2 millions, même très peu d'argent, ça va te surdiluer. Tu vois, si jamais tu lèves 50 000 euh, à 20%, ouais. si jamais, mettons que tu lèves 100 000 à 2 millions, tu vas te diluer de 5%. Ou plutôt, mettons, 200 000 à 2 millions, tu vas diluer de 10%. Alors que quelques mois plus tard, 2 millions, en fait, justement, 2 millions, c'est la borne basse, ça va. Mais mettons à 1 million. Si jamais tu lèves 100 000 à 1 million, tu vas te diluer de 10% pour 100 000 balles. Et c'est énorme, 10%. Ensuite, dans toute la vie de ta boîte, tu vas continuer à te faire diluer. Donc, ce n'est pas au début qu'il faut distribuer des points comme ça. Donc, 2 millions, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est une borne basse. Et si tu fais moins, et si tu es à moins, tu mets en danger en fait la suite de ta boîte. Voire, en gros, si jamais tu arrives à la série A diluée à plus que 30%, significativement plus que 30%, tu es très très mal parti en fait. Et il y a beaucoup de VC qui ne voudront pas financer pour cette raison-là uniquement, Ok. peu importe le reste. Ça. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui connaissent bien le marché, ils n'essaieront pas de te faire autre chose que ça. Ils n'essaieront pas de te dire une valo de je ne sais quoi, 500 000 €, j'en sais rien. Et du coup, si jamais tu travailles avec des bons business angels ou des bons fonds seed, c'est ce qui se passera et personne n'ira te challenger sur une valo Ok. de 3 millions. C'est le cas où il y a des gens qui te proposeront autre chose. C'est des business angels qui ne connaissent pas le game, qui ont rarement investi en startup, qui essayent de rapprocher ça d'une logique PME traditionnelle qui n'a rien à voir parce que ce n'est pas les mêmes trajectoires de boîte, ce n'est pas la même façon de penser, etc. Ce n'est pas les mêmes bénéfices quand ça marche. Et ces gens-là, il faut plutôt les éviter ou au moins les faire investir en même temps que des gens qui connaissent bien le marché pour qu'ils n'aient pas leur mot à dire et qu'ils fassent comme tout le monde, quoi.
Ok. Dernière question sur ça, sur cette levée early stage. Après, on parlera plus de la relation investisseur, mais Mm. on dit souvent que quand tu fais un SaaS, donc un SaaS Software as a Service, donc c'est des logiciels par abonnement, on dit souvent qu'il y a des règles entre guillemets de MRR, donc de Monthly Recurring Revenue, donc de revenu mensuel à faire. Est-ce que c'est vrai? Et combien, par exemple, quelqu'un là qui a lancé son SaaS, voilà, avec ses deux associés, ils se sont chauffés, ils ont fait un truc qui commence à tourner. À partir de combien de MRR on peut penser à lever des fonds? Voilà. Est-ce qu'il y a des bornes à avoir en tête là-dessus? Ah, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai que quand tu regardes les levées seed et les levées série A qui arrivent et que tu fais une moyenne de quels sont les niveaux de MRR à ce moment-là, tu obtiens des chiffres qui sont en moyenne relativement les mêmes. Donc, en gros, pour un site de 500 000, 1 million, assez souvent, c'est peut-être 10K, 20K de MRR, mettons entre 5 et 20K, et 5 et 30K. Et pour une série A, c'est quelque part entre 60 et 100K de MRR ou plus. Mais ça, c'est si jamais tu fais une moyenne de ce qui se passe. Mais en fait, il y a les chiffres sont tellement éclatés que faire une moyenne, c'est intéressant, mais il faut avoir en tête que c'est qu'une moyenne. Et parce que tu as des cas de gens qui lèvent une série A de 20 millions avec pas encore de revenus. Tu as des cas de gens qui ont 200 cas de MRR et qui rêveraient de pouvoir lever 4 millions. Donc, c'est qu'un élément, les autres éléments étant la vélocité. En gros, c'est beaucoup mieux de passer de 0 à 30K de MRR en 6 mois que de passer de 0 à 100K de MRR en 2 ans. Tu lèveras plus sur une plus grosse valo, parce que la vélocité, c'est beaucoup plus important. Comme de toute façon, ça reste des chiffres qui sont très petits, que ce soit 30K, 100K, ça reste rien par rapport à ce qu'il faut atteindre à scale. Ok. Le truc le plus intéressant, c'est la vélocité. Donc, oui, ok, tu as le chiffre du MRR, tu as la vélocité et tu as tout le reste, donc l'équipe, la vision, les éléments qui permettent de penser qu'il y a un product market fit, etc. etc. Ok, génial. Juste avant de passer à la question suivante, donc autour de la relation investisseur, petit call to action, on aime bien ça, c'est une sorte de pub au milieu. Si vous voulez nous aider à continuer ce genre de choses, n'hésitez pas à aller suivre Pierre sur Twitter, il poste plein de trucs hyper intéressants. Et vous abonner à notre chaîne YouTube où il y a tous les replays de toutes les autres vidéos qu'on met. Il y a vraiment beaucoup de valeur à voir là-dedans. Je vous mets ça dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à notre chaîne YouTube et au Twitter de Pierre. Merci. La pause est terminée. On va parler maintenant de la relation qu'on doit avoir avec un investisseur. Euh, enfin, juste avant, pour faire un peu la connexion avec ça, on dit souvent que ça sert à rien de contacter des VC, même s'ils ont des sites là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça sert à rien? Voilà, faut se faire chasser par son VC, sinon de toute façon, il ne va jamais investir chez toi. Comme tu proposes un tableau à Galerie d'Art, ils ne vont jamais te le prendre, quoi. Euh, je pense que effectivement, les VC ils passent leur vie à chercher des boîtes dans lesquelles investir. Ils regardent tout ce qui se passe tout le temps, etc. Donc, si jamais tu fais quelque chose qui est intéressant et qui a l'air intéressant vu de loin, il y a forcément des gens qui vont te pinguer. Et ça, c'est un des éléments qui peuvent te permettre de penser que si jamais tu essayes de lever de l'argent, ça se passera, ça a ça a une bonne chance de bien se passer. Néanmoins, ça peut être utile d'en contacter, de faire un process, etc. Mais justement, quand tu as la conviction que là, ce que tu es en train de faire est suffisamment intéressant pour justifier une levée de fonds. Donc, en fait, je dirais peut-être pas d'aller de décider demain matin, on commence à contacter des VC alors que personne ne nous a jamais contacté, on n'a jamais eu d'éléments qui nous permettent de penser que ce qu'on fait est intéressant. C'est toujours possible, bien sûr, mais il y a des chances qu'il y ait des raisons pour lesquelles tu ne te sois pas fait pinguer. En revanche, si jamais tu te fais pigner par un, deux qui te disent on aimerait bien creuser, avancer, etc., ça peut faire du sens de se dire bon, bah, du coup, je vais en contacter 3, 4, 5, 6 autres
pour faire un process un peu plus compétitif et Mais, voir ce que les uns et les autres ont à dire. mais tu prends. Ouais, Ouais. vas-y, pardon, vas-y, excuse-moi, je te Et vas-y. étant donné que, mais j'ajouterais quand même on top à ça que bon, c'est très bien de vouloir faire monter la valo ou de mettre en compétition, mais si jamais tu as un investisseur qui comprend à fond ce que tu fais, que tu t'entends bien avec lui, qu'il avance avec toi et que la relation est de qualité, et qu'il y a une confiance qui s'installe, etc. Ma reco, c'est d'avancer. Mm. Évidemment, si jamais il te fait une proposition qui est OK financièrement, ma reco, c'est d'avancer. Et ça ne fait pas forcément de sens dans ce cas-là de vouloir absolument faire la compétition, quoi. Mais tu ne penses pas que tu prends quand même le risque, si tu te fais pinguer par un ou deux VC juste parce que voilà, vous investissez peut-être dans même pas 1% des boîtes que vous allez voir, de juste perdre ton temps parce que voilà, ton ego a été flatté par le fait qu'il y a un ou deux VC qui a voulu qui a voulu prendre un café avec toi et que du coup, tu vas commencer à contacter 5-6 VC et donc perdre 2 semaines à aller pitcher un peu toute la terre, peut-être faire un deuxième ou un troisième rendez-vous et au final, au tout début de ta boîte, tu oublies de penser à tes clients, tu oublies de continuer à faire tes ventes. Et c'est pour ces mêmes raisons qu'ils vont te dire: «Ah non, je ne vais pas investir parce que tu as vu, on s'est parlé il y a un mois, tu n'as pas augmenté tes ventes, etc.» Ouais, ouais, tu as raison. Effectivement, pour préciser ce que j'entends par pinguer, c'est si c'est juste un email en disant salut, on fait un call pour que tu me parles de ce que tu fais, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de VC qui, pour plein de raisons, font ça de façon systématique. Ça peut être bon, déjà pour savoir avoir une bonne vue de tout ce qui se passe sur le marché. Ça, c'est une raison plutôt honorable. Il y a d'autres raisons un peu mécaniques qui sont, par exemple, il y a certains fonds où c'est le premier qui a parlé à la boîte et qui l'a mis dans le CRM qui, le jour où l'investissement se fera, travaillera avec la boîte. Donc, dans certains fonds plus late stage, il peut y avoir une incentive à rencontrer la boîte très tôt pour créer la relation. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont prêts à investir chez toi aujourd'hui. Hmm. Et donc, je dirais que oui, effectivement, un call de découverte, ça ne suffit pas. Par contre, pour dire qu'il semblerait qu'il y ait un intérêt, par contre, si jamais tu as un call et qu'il y en a un deuxième qui arrive ensuite et que tu sens que les gens ont envie de creuser, c'est un élément. Et puis, si tu sens ça avec non pas un fonds, mais deux, c'est un élément encore plus fort. Ok. Comment faut arriver en rendez-vous avec un VC? C'est quoi les trucs qui te font dire ah, il est bon lui ou putain, mais il est mauvais lui? Enfin, c'est quoi on va dire les best practices et les grosses erreurs à pas faire? Ah, si tu veux bien, je vais répondre à ta question en deux parties. Sur, qu'est-ce qui me fait me dire que d'abord je vais dire ce qui me fait me dire que c'est que c'est intéressant et ensuite ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qui me fait me dire que peut-être il y a une chance qu'on avance, c'est quand je rencontre des gens qui sont passionnés par leur sujet, qui sont vraiment habités par le truc et qui ont l'impression, qui sont persuadés d'avoir vu une faille dans l'univers et qui veulent absolument aller la combler, no matter what. Et cette passion, c'est un truc qui se sent et qui est communicatif et qui déplace des montagnes. Et c'est ça que tu as envie de sentir. Et à l'inverse, si jamais tu vois quelqu'un qui n'est pas passionné par son sujet, qu'il a juste étudié comme ça, comme un autre, il a vraiment intérêt à être une machine en exécution, hyper carré, idéalement qu'il est repeat entrepreneur, où tu as vraiment zéro doute sur le fait qu'il va réussir à dépoter. Parce que sans la passion pour à la fois te mettre sur la voie de ce qu'il faut faire et à la fois te donner l'énergie de le faire, c'est quand même très, très dur. Donc ça, c'est c'est une des raisons pour lesquelles j'adore mon métier, c'est de rencontrer des gens passionnés et c'est super. Et ensuite, la recette pour un entretien VC réussi, eh ben, c'est de surtout pas appliquer de recette. Il est bien évident que si jamais quelqu'un investit des millions chez vous sur des valos de millions ou dizaines de millions, c'est qu'il pense que vous êtes exceptionnel, un outlier, un aventurier des temps modernes, etc. Et donc, on n'a jamais vu un outlier ou un aventurier des temps modernes essayer de se couler dans un moule. C'est juste c'est Soyez antithétique. vous-même. Soyez vous-même comme une rockstar, quoi. Au final, la rockstar, elle va essayer d'être personne à part lui-même et de s'imposer, quoi. Exactement. Et c'est un très bon parallèle parce que pour autant, la rockstar, elle n'est pas naturelle. Enfin,
elle a sa façon, elle, de ne pas être naturelle parce qu'elle force le naturel. Donc, pour le coup, oui, ça ne fait pas de mal de forcer l'enthousiasme, de forcer la grande vision, de forcer l'entrain, la détermination. Ça ne fait pas de mal, mais ça, ce n'est pas du mensonge. C'est juste communiquer son énergie à la personne en face, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te fait te dire, il y a des grosses erreurs, on va dire, sur la forme à pas faire? Ah, des Bah, je trucs, te dis, à part de ne pas être ah ouais, dedans, ça, convaincu, c'est c'est vraiment quand ça. même, Ok. non, c'est que ça, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par son sujet. C'est pour ça, quand on disait au début, quelqu'un qui est encore dans son job et qui attend de lever pour le quitter, tu te dis Ok. non, en fait, il n'est pas intéressé, quoi. La question que tout le monde a envie d'entendre, Business Angel versus VC, pourquoi tu choisirais l'un par rapport à l'autre? Est-ce que Ouais. les VC sont vraiment des financiers sans cœur, et alors que les Business Angels sont des entrepreneurs qui vont vraiment t'aider, mais qui en contrepartie ont moins de fonds? Non, alors franchement, le coût du VC sans cœur, la plupart des VC, je peux parler que pour Paris parce que c'est ceux que je connais le mieux. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, même ceux qui ont les travers que je reprochais au début, c'est quand même des gens, au global, des gens bien, qui ont envie d'aider, qui sont sympas, qui adorent les entrepreneurs, qui adorent l'innovation. Voilà. Donc, le coût du VC sanguinaire financier, je ne sais pas d'où ça sort parce que c'est… Enfin, sur peut-être, j'en sais rien, 50 VC à Paris, je ne sais pas combien il y en a. J'en ai peut-être 3 en tête qui sont comme ça et 47 qui sont des gens super, quoi. Ok. Donc, ça, j'achète pas trop. Non, ensuite, qu'est-ce que les billets peuvent apporter? Bah, c'est au tout début, au jour 1, si tu as besoin de 100K parce que tu en as vraiment besoin et avant, tu n'as pas grand-chose à montrer, les fonds de VC qui sont capables de te faire ce genre de chèque, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on le fait parfois, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Alors que des business angels, c'est plus leur créneau et ils sont à l'aise avec ça. Donc déjà, bah, l'avantage, c'est qu'ils sont là quand tu as ce besoin-là et qu'il n'y a pas forcément grand monde. Donc ça, c'est bien. Il y a aussi que donc ils te font confiance avant les autres. Il y a aussi qu'ils peuvent apporter une expertise métier, secteur que le VC t'apportera pas forcément parce qu'il est généraliste. C'est un professionnel de la construction d'entreprise, mais ce n'est pas un professionnel de ton secteur d'activité. Donc, il y a peut-être des réflexes métiers qu'il n'aura pas ou des intros qu'il pourra moins faire, des choses comme ça. Et de l'autre côté, l'avantage des VC, c'est plus d'argent, plus professionnel. Donc, a priori, si tu travailles avec quelqu'un de la place, les termes, ils seront standards. Il n'essaiera pas de t'arnaquer sur des valorisations, sur des liquid pref, sur des whatever. Et notamment, justement, ces termes, tu pourras, si c'est le VC qui les fixe, ensuite, tu peux ajouter des business angels autour et comme ça, ils ne challengeront pas, ils seront ravis de les accepter. Et puis, des connexions différentes que peut apporter le VC aussi, notamment les VC du prochain tour, des candidats qu'il a pu croiser en prenant des cafés à recruter, éventuellement des clients, des gens comme ça. Et donc, à la fin, du coup, je pense que la bonne réponse, c'est un mix. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on préfère faire quand on investit, et y compris très tôt, c'est être en lead, mais avoir avec nous des business angels. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pas tu vois, si on fait un ticket, par exemple, de 600 000 euros, ce qu'on aime bien faire, c'est par exemple mettre, nous, 500 ou 550 000 et laisser 50 ou 100 000 de place pour des business angels. Et si jamais il n'y a pas de business angel, ce n'est pas grave, on fait tout. Mais c'est l'occasion de mettre des bonnes fées autour de la table qui parleront de la boîte en bien, qui peut-être auront une ou deux intros à faire, qui auront deux, trois réflexes intéressants. Et donc ça, c'est la bonne alliance, je pense, des deux mondes. Mais du coup, un des trucs qu'on reproche souvent aux VC, enfin, qu'on entend, c'est de dire c'est pas des entrepreneurs, ils te disent qu'ils vont t'aider, mais en fait, à part du fric, ils vont rien t'apporter. Peut-être ils ont deux, trois
contact de coach ou je sais pas quoi pour t'aider à mieux structurer ta boîte, mais c'est tout. C'est pas de la smart money, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Voilà. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais, carrément. Bah, je suis partiellement d'accord. Je m'explique. Bon, évidemment, le premier truc qui est apporté, c'est justement du smart money, c'est-à-dire de l'argent clean. Donc, qui va vite, qui ne te fait pas 42 meetings, qui te fait pas perdre 42 meetings pour au final dropper, qui te fait des termes clean, une dilution OK, une term sheet OK, etc. Euh, au bon moment, à la bonne valo, etc. Ça, c'est déjà pas si mal. C'est une valeur en soi. Ensuite, les autres choses que ça apporte, c'est nous, le but du jeu, c'est d'aider à recruter, alors avec de l'argent et aussi avec des candidats qu'on peut avoir croisés ou quand tu as besoin d'aide pour convaincre un candidat de rejoindre, le fait qu'il y ait de l'argent, mais aussi le VC de la boîte qui lui donne sa vue sur la boîte, ça peut aider. Il y a recruter, il y a prendre les bonnes décisions à des moments clés, genre justement à quel moment est-ce qu'on recrute tel profil, est-ce qu'on continue à creuser telle piste ou telle autre pour trouver le product market fit. Ensuite, il y a lever le tour suivant, donc optimiser pour que à horizon 18-24 mois, il y ait une super belle levée qui se passe avec un super beau VC du tour d'après. Et tu conseilles de toujours écouter les conseils des VC ou il y a des fois où justement il n'y a qu'un entrepreneur qui est capable de savoir ce qui est bon pour sa boîte? Ouais, je finis mon quatrième point et je te réponds là-dessus. Vas-y. Et quatrième point qui est hyper important, c'est le soutien psychologique. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas une famille, c'est plutôt une équipe de sport. Donc, quand il y a un joueur qui n'est pas au bon endroit sur le terrain, il faut le remplacer. Et c'est dur, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais par contre, la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, ça, c'est plus une relation du type famille parce que tu ne peux pas changer. Tu es dans le même bateau et c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, des gens avec qui tu as ce type de relation où tu peux tout dire parce que de toute façon, même si c'est la catastrophe, il n'y a pas de web hack. Donc, il faut trouver des solutions ensemble. Il n'y en a pas tant que ça. Tu as tes co-founders et ton investisseur s'il fait bien son travail. Et c'est à peu près tout. Okay. Éventuellement tes potes, mais bon, tu ne peux pas trop en parler. Donc, ça, c'est un vrai rôle de coach, de soutien psychologique. Et alors, ensuite, sur ce qu'il faut écouter CVC, bon, sur la levée du tour suivant, c'est un sujet assez technique. Et donc, plutôt oui. En revanche, sur prendre les bonnes décisions, non, il ne faut surtout pas. Il faut écouter la vie pour l'intégrer à son algorithme de décision. Mais il ne faut surtout pas écouter de façon aveugle. Ça serait une erreur grave. Donc, il faut juste le prendre comme un élément d'information venant de quelqu'un qui a un angle, une vue différente de la tienne et plutôt un bon niveau d'information parce qu'il network beaucoup, il voit beaucoup d'autres boîtes, donc il mutualise les connaissances. Donc, c'est un élément intéressant et que tu mets dans ton équation à toi et toi, tu prends ta décision. Plein d'entrepreneurs qu'on a en portefeuille à qui je pense sont très forts à ça, de collecter des avis de plein de gens et d'arriver à leurs conclusions à eux qui ont bien souvent aucun rapport avec les avis collectés, quoi. Okay. Tu as des entrepreneurs qui ont regretté d'avoir levé parce que c'est la fin de l'indépendance, parce qu'il faut faire un exit obligatoire et que si tu veux transformer ta boîte en PME, c'est plus possible. Tu as des exemples comme ça de mecs qui vraiment regrettent, ils disent putain, j'ai fait de la merde, j'aurais dû juste prendre plus de temps à faire un bon produit et gagner bien ma vie. Si jamais tu travailles avec des VC qui font leur métier comme il faut le faire et qu'un jour tu leur dis bon là j'en ai marre, j'y crois plus, je veux transformer en PME, etc. Ils te diront bon c'est pas pour ça que j'ai investi. Après, de toute façon, il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ce truc puisqu'on est encore en early stage. La boîte, elle n'existe pas sans toi. Donc, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si tu veux faire autre chose et transformer la boîte en autre chose,
no hard feelings. Moi, je write off la ligne ou je la déprécie dans mes livres. Et puis, good luck, quoi. Ça, c'est la réaction que tu es en droit d'attendre. Alors, évidemment, si jamais un entrepreneur chez qui on a investi dit ça, ça ne nous rend pas content. Mais bon, c'est la vie. Et tu n'investiras plus jamais chez lui. Il est grillé dans le monde, entre guillemets, non? Faut que je comprenne, sa démarche. Il n'y a jamais de truc absolu, mais il faut comprendre sa démarche parce que si jamais, a priori, imagine, si jamais il a une boîte qui grandit bien, il décide que c'est trop intense et qu'il préfère convertir en quelque chose de plus stable parce qu'il a envie d'une vie calme. Si jamais 6 mois après, il revient me voir et qu'il me dit « En fait, j'ai envie d'aller à la guerre, j'ai envie de la fusée, Ouais. etc. » En vrai, pourquoi pas, mais juste, je veux comprendre ce qui s'est passé dans sa vie entre-temps, quoi. Ok. Très, très clair. Combien ça se paye un entrepreneur qui lève des fonds? Il y a des règles là-dessus? Ouais, c'est rarement un sujet. Le but, c'est que l'entrepreneur, il est tout son cerveau à dédier à sa boîte et qu'il n'ait pas à se demander comment il fait pour manger le soir, quoi. Okay. Donc, c'est pas du tout choquant. Un salaire évidemment, si tu as levé 100K, c'est compliqué, mais après un seed, un salaire de 50, 60K pour vivre à Paris sans trop se poser de questions, c'est pas choquant. Et puis ensuite, quand la boîte grossit, etc., le salaire peut augmenter un peu. Ça atteint quand même rarement de niveau stratosphérique parce que le but, c'est de permettre à l'entrepreneur de ne pas avoir de soucis d'argent. C'est pas de le rendre riche comme ça. C'est l'equity qui est faite pour ça. Donc, c'est assez rare de voir des salaires qui sont significativement au-dessus de 100K. Même en série A, série B, série C, ça arrive, mais souvent, c'est assez fréquent qu'il y ait des salariés beaucoup mieux payés que le CEO. Et parce que le but du salaire, c'est juste de lui enlever le problème d'argent. Mais à la limite, une corollaire de ça, c'est que un CEO de série B qui, pour des raisons personnelles, aurait besoin d'un salaire de 300K parce que j'en sais rien, moi, il a 8 enfants à charge et sa vie est un enfer, ça dérangerait personne de lui donner ce salaire-là. C'est Au plus pire, il peut cash out sur une levée aussi. Il peut prendre 1 ou 2 millions sur une ouais. levée. Ouais. Mais bon, en gros, du coup, si jamais les vues sont alignées, c'est-à-dire le salaire, il n'est pas fait pour devenir riche, il est fait pour vivre tranquillement sans se poser de questions d'argent et développer la boîte, et c'est avec l'equity que tu deviendras riche, c'est rarement un problème. Et effectivement, il y a 2 cas où ça devient un problème. Le premier, c'est quand la boîte ne va pas bien et que le founder se dit « Ok, là, je ne toucherai aucun pognon avec l'equity. Du coup, je me refais en salaire et j'essaye de forcer un gros salaire parce que c'est tout ce que je retirais de cette boîte. » Donc là, forcément, tu imagines que c'est des conversations qui ne sont pas agréables. Et l'autre cas, mais c'est un cas qui est assez rare pour des startups quand même, c'est quand la boîte est profitable, fait de l'EBITDA. Et du coup, que le founder, il dit cet EBITDA, il est à moi, c'est ma boîte, je veux me le sortir en dividende. Et que l'investisseur peut dire ouais, mais du coup, il faut aussi me donner des dividendes à moi parce qu'il n'y a pas de raison de faire sortir de la boîte de l'argent que pour toi. Donc, ça, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu, mais c'est très rare. Et nous, dans notre portefeuille, on n'en a pas parce que les boîtes dans lesquelles on investit, elles n'ont pas vocation à être profitables avant un long moment, quoi. Ok. Et tu as déjà vu des PME qui décident à un moment soit de faire un spin-off d'une de ses activités et d'aller lever des fonds. Tu vois, un entrepreneur qui a déjà une boîte à côté et qui voudrait aller lever des fonds, ou alors qui décide de complètement pivoter sa boîte à un moment au bout de 3-4 ans pour la transformer en start-up, par exemple, comme on a pu voir avec Doolittle, par exemple, je donne cet exemple-là. Tu vois ça fréquemment Je pense que dans ce cas-là, il leur faut l'accompagnement d'un super cabinet de conseil. Non, franchement, ça arrive. Enfin, moi, je crois que j'ai jamais vu. Il y a Doolittle, non? Ok, je connais mal ce cas-là, mais C'était ok. une agence SEA qui automatisait un peu et du jour au lendemain, enfin SEA, pas vraiment en fait. Ouais, il trouvait des leads quoi, pour des plombiers, ils se rémunéraient comme ça. Et un jour, il a dit OK, on va devenir une agence SEA fully automated avec des algos d'IA. Il a lancé ça, il a levé des fonds, il est allé aux US. Ok, bon, il y a toujours des contre-exemples. Je connais mal ce cas-là, mais Ouais, OK.
De façon générale, c'est tellement un équilibre fin, le tout début. T'imagines un truc qui a vocation à devenir une boîte qui aura des milliers de salariés, qui va grandir hyper vite et tout et tout. C'est de la Formule 1, quoi. Donc, le moindre boulon dévissé, ça explose. Donc, s'amuser à faire du Frankenstein, découper un morceau, le coller avec un autre et tout, ça marche moyen avec la Formule 1. Mais bon, c'est toujours possible. Et l'autre truc, c'est que le, c'est assez difficile, je pense, quand tu as été pendant longtemps avec un certain logiciel de croissance à un certain rythme, d'un certain type de réflexe, de basculer dans un autre set de réflexes qui a rien à voir, de Prendre grandir tous les très vite. risques. Ouais. Et s'il y a des trucs qui cassent, c'est pas grave, on trace. Enfin, c'est juste deux mindsets complètement différents. Et évidemment, tout est toujours possible, mais le passage de l'un à l'autre, je pense, c'est vraiment pas évident. Et tu as déjà vu des entrepreneurs qui ont fait des belles PME, qui les ont vendues et qui ont voulu lancer leur startup pour s'amuser après, ou ça n'existe pas non plus? Parce que tu as perdu la niaque. Toi, tu as déjà fait Euh, ta première revente, tu vois, tu as pris 10 millions. Bon. c'est marrant, je constate que j'ai jamais vu ça. Je me suis déjà fait la réflexion. Les, pourtant, effectivement, ça serait tout à fait. Je n'explique pas ça. Je n'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène. Je constate que les entrepreneurs qui font des agences, des formats rentables, ils ont tendance à le faire toute leur vie et à pas basculer de l'autre côté et réciproquement en fait. Et je pense bah si en fait ça doit être un sujet de personnalité je pense. Les deux formats sont très bien, hein, c'est deux types de boîtes différentes. C'est pas moi qui vais dire l'inverse, hein. Ouais. Et je pense que c'est un sujet de personnalité, ouais. Ok, génial. On arrive à la fin. Je crois qu'on est passé plus ou moins sur toutes les questions qui ont été posées. S'il y en a dans le chat, s'il y a d'autres questions que vous voulez à tout prix poser maintenant, on rentre dans les 5 dernières minutes, c'est un peu le moment. Mais sinon, moi, ce que je retiens, ce que j'ai noté, c'est voilà, une levée seed, on va dire la valo, elle est entre 2 et 4 millions globalement. Une levée pré-seed, pardon, une levée seed, est plutôt sur une valo à 5 millions. Et si vous voulez lever avec des SaaS, Ouais, entre 3 et 5 millions, plutôt entre 4 et 6, ouais. ouais, bon, 4 Ouais, et 6, ok. 5, c'est la moyenne quand même. ouais. MRR, si vous avez des SaaS, voilà, un seed, il faut faire entre 5 et 30K de MRR et Series A à partir de 60 jusqu'à 100K Ouais. de MRR. C'est des bons trucs à regarder. Et en termes de rémunération, la question est pas mal venue. Voilà, c'était plutôt à 50-60K en seed. Après ton seed, voilà, ça choque personne parce que c'est le salaire de ce que tu vaux, quoi. C'est le salaire d'un cadre dans une bonne boîte qui a 3-4 ans d'expérience. C'est pas tant ce que tu veux, c'est surtout Ce qu'il faut pour vivre à Paris. Ok, voilà. ce qu'il faut pour bien vivre à Paris, bien sûr. Et après, voilà, c'est plutôt jusqu'à 100K et le reste, ben, c'est l'equity qui va te le rémunérer, notamment sur les levées de fonds. Voilà, ça, c'était des questions. Voilà, il y a eu plein de questions. On n'a pas pu répondre à tout. Dans les upvotes, en tout cas, on a posé les questions qu'il fallait. Il y a une question, est-ce qu'il faut investir en market first ou en people first? J'ai l'impression que la réponse est ça dépend. La réponse, ça dépend. Et non, et surtout, il faut les deux, quoi. Ok. S'il n'y a pas d'opportunité de marché, bah, même un bon entrepreneur, il va s'épuiser. Et s'il y a une bonne opportunité de marché, mais qu'il y a un mauvais fit avec l'entrepreneur, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut les deux. Ok. Dernière question, plus personnelle, moins VC. Est-ce que toi, tu conseilles aux entrepreneurs d'aller dans des startup studios? Si tu es entrepreneur, tu n'as pas d'idée, tu te dis, vas-y, je vais aller chez les founders. Ils vont me prendre peut-être 50% de ma boîte, mais au moins, j'aurai une structure et je vais pouvoir faire des belles boîtes comme Front et des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y a un cas particulier qui est eFounders. C'est des gens super et ils commencent à avoir un track vraiment impressionnant. Ils ont craqué le truc, quoi. Donc, eux, je pense que c'est clairement des gens très recommandables. Après, mais c'est un cas particulier. Et après, pour répondre sur les startup studios au global, je dirais le contraire. Donc, bah, il n'y a qu'à regarder, hein, des belles boîtes sorties startup studios, ça n'existe pas à Paris Founders. Et, c'est parce que c'est un peu toujours la même chose. Il faut une vision quand même pour créer une boîte. Et du coup, bah, là, il y a pas la vision, elle est partagée entre le studio et l'entrepreneur. Ils se passent la balle. L'un pense que c'est le travail de l'autre de la créer et réciproquement. Et à la fin, ça finit avec des machins. Donc oui, c'est rassurant de se dire qu'on a un salaire, etc. Mais au global, ça ne marche pas, à part dans le cas d'eFounders.
parce que dans ce cas-là, il y a chez eFounder, en fait, eFounder, c'est Thibaut Hézières, et c'est un génie produit, en fait. Donc, il voit des choses dans les nuages, et il voit le produit qui va cartonner demain. Et bah, la vision, c'est lui, hein. Et là, pour le coup, il n'y a pas de passage de balle, c'est lui. Au début. Et bah, comme c'est un génie, bah, tu peux te retrouver avec une vision géniale du produit futur, quoi. Et donc ça marche, mais il n'y a pas des génies produits partout. Et dans la plupart des startup studios, notamment les trucs qui sont plus ou moins des émissions corporate, il n'y en a pas du tout. Et donc, ça ne marche pas trop. Je mettrais peut-être un cas particulier, même si bon, eFounders a beaucoup, beaucoup plus prouvé, mais Founders Future de Marc Ménazé, ils font des trucs qui sont intéressants. Mais ça reste un modèle plus jeune dans ce qu'il a prouvé encore pour l'instant. Ok. Génial. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. Si on veut te contacter, est-ce que c'est toi qui contactes les entrepreneurs ou tu as envie que les entrepreneurs qui ont des bons projets te Non, contactent? bah, les deux, vous pouvez m'envoyer un mail à pierre@first.vc, first sans le i, FRST. Je vous promets pas une réponse plus que la réponse normale quand on interagit avec un entrepreneur en fonction du nombre de personnes, mais par contre, on étudiera le dossier comme on étudie tous les dossiers, c'est-à-dire avec attention, et on vous répondra. Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre, pour ta réponse à ces questions qui étaient parfois dérangeantes. Je suis pas encore Jean-Jacques Bourdin, mais je le tente. Euh, et c'est trop bien. Pour ceux qui nous suivent ou qui n'ont pas pu nous suivre, on va mettre un replay sur YouTube et peut-être même dans notre podcast. Donc, merci à tous. Bon appétit. Et salut Pierre. Merci à tous. Merci Merci pour David, tout. merci à tout le monde, au revoir. Bye, à bientôt. Salut.